Bonjour, bienvenue à ce live du mois de février, dans lequel, encore une fois, comme à tous les mois en 2024, je vais recevoir un invité pour parler de différents sujets assez précis concernant les parents, les intervenants qui accompagnent des enfants qui présentent du mutisme sélectif ou un défi relié à la prise de parole. Je vais juste vérifier que ça fonctionne bien, qu'on est bien en direct. Oui, ça va, ça fonctionne. Donc, alors je m'appelle Geneviève Bérubé, je suis orthopédagogue spécialiste en mutisme sélectif. J'ai développé une approche globale où je tiens compte de plusieurs aspects reliés à la prise de parole, mais aussi à tout ce qui entoure l'enfant et les gens qui accompagnent l'enfant ayant ce défi. J'ai vu là à quel point ça fait un changement plutôt que de juste intervenir sur la prise de parole. Donc, pour que l'enfant parle. En fait, à chaque mois, je reçois une invitée ou un invité qui va venir compléter, si on veut, cet aspect-là relié à la prise de parole par différents sujets. Puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet en particulier qui sont les écrans. Avez-vous remarqué que depuis les dernières années, les habitudes de communication sont différentes, ont évolué? Qui appelle encore des gens avec leur téléphone sans les texter avant? Qui est en présence d'autres personnes et laisse son téléphone de côté ou enlève les notifications là, pour ne pas être dérangé? Donc, c'est quoi les impacts aussi des différentes nouvelles communications là, comme ça au niveau des habiletés sociales? C'est ce dont on va discuter avec mon invité d'aujourd'hui, qui est Caroline Coiré. Bonjour Caroline. Hey, allô Geneviève. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de m'inviter. Ben, Merci. j'allais te remercier toi, malgré ton horaire chargé, de venir passer du temps avec nous pour discuter d'un sujet qui me tient bien à cœur parce que c'est pas évident à l'heure actuelle. Donc, prévenir les impacts, si on veut, de l'utilisation des écrans chez les enfants ayant un défi relié à la prise de parole. Mais je pense que, encore une fois, comme avec le sujet du mois passé, ça va être un peu plus large, là. On pourrait même parler des enfants ayant un défi peut-être relié au niveau des habiletés sociales, plus particulièrement, là. Ouais. Donc, tu es intervenante psychosociale, euh, conférencière, formatrice, tu es propriétaire de la clinique Pas à Pas, cofondatrice des Naturels avec Joannie Albert, qu'on a eu le plaisir d'entendre au mois de janvier dans mon live. Qu'est-ce que j'oublie? Attends, l'autrice de l'enfant stressé, hein, c'est entre autres notre point de départ de notre relation et ça va faire déjà presque 5 ans, t'as rendu Ouais. compte? Ouais, Donc, absolument. j'avais été à ton lancement de livre, c'est là qu'on J'avais été au s'est tien. connus. Et tu Ouais. avais été au mien là, quelques mois plus tard. Oui, effectivement. Donc, c'est le fun là, qu'on soit encore, qu'on se côtoie encore. Là. Donc, j'ai sélectionné un mot pour te décrire, Caroline. J'ai sélectionné passionné. Ah, mais merci. Parce que depuis ces 5 ans-là que je te suis, que je te connais, j'ai toujours apprécié chacun de tes projets. Tu t'es investi à 110% chaque fois. Puis je trouve que c'est tout le temps concret, utile. Je me tanne pas de t'écouter. Donc, je suis très contente de pouvoir t'avoir avec moi une petite demi-heure aujourd'hui, là. Certaine que Merci. les gens, là, ils vont l'apprécier. Ça me fait plaisir. Merci. Puis c'est un beau mot pour moi, passion. C'est vrai que ça décrit. C'est ça, j'aime particulièrement ce que je fais. Ça paraît. Ouais. Ça Merci. paraît. C'est le Donc, fun avec des passionnés comme toi. oui. T'en es une aussi. Je pense que c'est ce qui fait qu'on se Ouais. rejoigne. Ouais. Autant on veut comme développer des pratiques qui font du sens puis les rendre accessibles. Exact. Ouais. Ouais. Oui. Donc, on pourrait parler de tellement de sujets ensemble, là. Je pense qu'on pourrait passer la vie à parler, là. On a plein de choses à dire, mais je pense qu'au niveau des écrans, du numérique, tu as développé une expertise depuis les dernières années à accompagner les adolescents, les adultes au niveau de développer des saines relations avec le numérique, Oui. des saines relations, des saines habitudes. Puis
je remarque que les adolescents, même s'ils sont ensemble, l'appareil est omniprésent finalement, puis ça peut mettre un frein peut-être aux relations sociales plutôt que de profiter de la présence de l'autre. Et non seulement ça, mais quand ils sont plus ensemble, ils ne se parlent plus. Ils communiquent d'une autre façon, souvent par texto, par exemple. Dans ta pratique, qu'est-ce que tu remarques qui est positif ou qui nuit de ces nouvelles façons de communiquer-là en lien avec les relations sociales? Mais en fait, c'est sûr qu'il y a plein d'aspects positifs puis le fun aux appareils. Ouais. Je pense à la période de pandémie où on a pu être en contact avec nos proches. Je pense à mon amie Joanie qui habite à Québec, donc je ne peux pas être tout le temps avec, mais on peut se faire des FaceTime, on peut s'écrire, donc ça nous permet d'être en lien. Cela dit, ça ne remplacera jamais les relations humaines. Puis notre cerveau est fait pour être en relation. Puis même si on dit, oui, mais on est à l'ère du numérique, oui, mais c'est quelques années, dans des milliers d'années d'évolution, où on a décidé d'inclure du numérique, puis c'est correct pour plein de raisons, mais on ne peut pas penser que c'est sans impact. Puis même s'il y a des avantages aux écrans, puis dernièrement, ça me heurte un peu, où on met beaucoup en lumière les avantages, mais même si on trouve 2000 avantages, ça l'annulera pas les 25 désavantages sur le cerveau. Tu sais. Là, je niaise avec les chiffres, là, ça part rapport. Mais c'est pour dire que soyons conscients aussi des impacts que ça a pour les utiliser de façon consciente, les écrans. Puis de façon responsable, puis d'enseigner à nos enfants, nos adolescents, comment les utiliser pour pas que ça brime notamment leurs relations. Parce que oui, ça le brime. Puis t'en parlais d'entrée de jeu, on se texte plutôt que s'appeler. C'est rendu bizarre, quelqu'un qui nous appelle. Ben, c'est ça. As-tu une urgence? Y a quelque chose qui va pas, tu sais? Tu réponds pas, tu le textes, as-tu une urgence? Tu fais ça pour vrai? Non, mais combien de non, c'est ça. Ah oui? Puis tellement de... ça, je le vois tout le temps dans mon bureau, des jeunes qui vont me dire, je préfère de loin, puis là, je parle des jeunes dans le début vingtaine, là, qui vont me dire, je commanderai jamais au restaurant si je peux pas utiliser une application. J'appellerai pas d'un restaurant. Pour réserver, par exemple. Pour se commander de la nourriture, par exemple. Ils vont dire, si je peux pas commander en ligne le mets que j'ai envie de manger, je vais commander autre chose. Wow! Donc, ils vont préférer ne pas parler à un humain, puis changer le menu, que faire l'effort d'appeler, de communiquer avec quelqu'un de vive voix. Donc, ils vont passer par l'application. Donc, c'est fonctionnel, l'application. Mais il faut aussi se questionner de qu'est-ce que ça fait si on ne communique plus. Puis combien ça devient anxiogène de communiquer après? C'est ça. C'est exactement ça, Caroline, parce que imagine, là, un enfant n'est même pas capable de répondre dans certaines situations. Là, il vieillit, puis il s'en va là-dessus, puis il n'a jamais d'occasion de pratiquer. Il va faire quoi? Oui. Puis ça va augmenter l'anxiété d'être en communication de vive voix avec quelqu'un. Puis à la base, c'est anxiogène de parler avec quelqu'un. Il faut le savoir, c'est toujours anxiogène. Ça a une réaction sur l'autre personne, une réaction que tu ne contrôles pas, une communication, une adaptation, ça fait vivre des émotions. Là, on a l'occasion avec les écrans de comme tout étaler ça dans le temps. Oui, c'est ça. Tu reçois un message, tu prends le temps de digérer, de vivre ton émission, de choisir tes mots, choisir comment tu le présentes, réécrire 4 fois ta phrase avant de l'envoyer. Tu as même l'occasion d'être drôle, même si tu es le pire plate d'envie. Tu peux être solidement drôle par écrit, mais ça représente peut-être pas du tout ce que tu es. Oui, c'est ça. C'est pas grave que tu sois drôle là et pas d'envie, mais c'est l'idée, c'est de dire que la vie propose pas ça. Donc, quand tu es exposé à la vraie vie, puis pas que c'est pas vrai ce qu'il y a en ligne, c'est vrai, mais c'est un autre univers. Mais c'est tellement anxiogène que l'humain, devant l'anxiété, ce qu'il fait, c'est vouloir éviter le malaise. Donc, il va éviter de s'exposer à des situations qui génèrent de l'anxiété. Donc, si on est avec une personne qui a déjà des défis de prise de parole, qui déjà évite des situations de prise de parole, ça se peut que ce soit exacerbé après. Donc, il faut être conscient de ça, de ce que ça peut entraîner d'utiliser d'autres moyens de communication. Est-ce qu'il y a des études qui démontrent ça, ces impacts-là de communiquer de façon textuelle, par exemple?
Oui, oui. On sait que les enfants nés après 2010, donc qui sont nés avec les appareils dans les mains, présentent beaucoup plus d'anxiété, sont beaucoup plus fragiles sur le plan de la santé mentale, puis présentent des plus grandes lacunes au niveau des habiletés sociales. Donc, on le sait. Puis on parle maintenant de, c'est gros le mot que je vais dire, là, mais d'années de vie perdue. Mais moi, l'autre jour, littéralement, là, puis là, je suis encore sur le choc, donc c'est émotif, là. Ouais. J'ai réalisé que les recommandations canadiennes vont dire qu'on devrait s'exposer au maximum à 2 heures d'écran par jour. Ouais. Enfants à partir de 6 ans jusqu'à la mort, 2 heures au maximum par jour, qui inclut les écrans de loisirs, là, donc réseaux sociaux, textos, jeux vidéo, applications, Tout. 2 heures par jour, ça va de même. Oui. Puis j'ai calculé en termes d'années ce que ça représente. Puis par année, c'est comme si on passe 30 jours complets sur notre appareil. Aïe, aïe, aïe. À 2 heures par jour, 7 jours par semaine? Un mois sur 12 où que tu n'es que sur ton appareil, donc que tu n'es pas en train de développer tes habiletés sociales, tu n'es pas en train de développer tes stratégies de communication, tu n'es pas en train d'être en interaction, de gérer tes émotions en étant avec des gens, tu n'es pas en train de vivre des expériences que le cerveau a besoin pour développer des connexions neuronales. C'est tellement énorme. Donc, imagine si on le catapulte sur 12 ans de vie, un enfant de 12 ans, il va avoir passé 1 an de son développement en ligne, sur des applications de loisirs. Puis ça, Caroline, c'est 2 heures. Puis c'est pas... majoritairement, les ados, ils en passent bien plus que ça. Oui, c'est 20% des ados passent en moyenne 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Donc, un ado sur 5 fait à peu près 5 heures de réseaux sociaux par jour. Imagine. Même les journées d'école. Journée d'école, école, pas d'école, été, hiver. Un ado sur 5 fait environ 5 heures de réseaux sociaux par jour. Ben écoute, j'ai même pas de misère à te croire. Donc, on parle, il y a des études qui sont sorties qui parlent d'années de vie perdues pour les jeunes parce qu'on observe de plus en plus de défis reliés au développement. On dit, voyons, ils ont vraiment des lacunes au niveau de la gestion émotionnelle, d'habileté sociale. Mais en fait, c'est un raccourci rapide, là, mais mettons que sur son année de vie de 12 à 14 ans, il a passé 2 ans de sa vie sur les écrans. Ben oui, il peut avoir 2 ans de retard développementaux. C'est juste normal. Donc, c'est questionnable. Il faut se dire, qu'est-ce qu'on choisit de faire en ligne, puis quelle opportunité on gagne, quelle opportunité on manque aussi en étant sur TikTok, sur Instagram, puis à s'envoyer des feux sur Snapchat, parce que des fois, c'est aussi comme ridicule que ça. Ah oui, oui. Puis ça prend de la place dans la tête des jeunes, là, ça, les feux sur Snapchat. Là. Puis peut-être expliquer c'est quoi ça, les feux sur Snapchat? Mais c'est, en fait, c'est, par exemple, des tours d'un compte Snapchat, puis là, je t'envoie une photo. À chaque jour, je t'envoie une photo, on accumule des feux. Donc, si on accumule pendant 365 jours des photos, je peux t'envoyer une photo de mes pieds, du plafond, de la table. Puisque je t'envoie une photo dans un espace de 24 heures, on accumule les feux. Mais si je ne t'envoie pas de photos pendant 24 heures, on perd tous les feux qu'on a accumulés. Fait que là, c'est gros nanan de ting, ting, dopamine. Ça veut rien dire. Ben non. Les photos, ça change tellement rien. Mais c'est addictif. Ça prend énormément de place. Les jeunes peuvent comparer leur nombre de feux entre eux. Ça apparaît sur leur compte, ça peut être vu par d'autres. Donc, c'est super addictif et il y a des jeunes qui ont fait des attaques de panique, des désorganisations majeures, interventions policières parce que le parent il a retiré le cellulaire ou parce qu'il est en camping et qu'il n'avait pas accès au téléphone. Oui, parce que là, il repart à zéro. Moi, j'appelle ça des snaps, là, tu sais, mais tu appelles ça des feux, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, tu sais, ça peut être le fun, mais même, c'est jusqu'où ça mobilise notre quotidien. Combien t'en fais par jour? Est-ce que tous tes amis, tu sais, vont t'en envoyer un, puis là, il faut que tu t'obliges à répondre parce que là, ça s'accumule. Ma fille, elle me disait ça. Elle a 12 ans. Ben oui, mais sinon, c'est parce que sinon, ils s'accumulent. Puis là, je vois que le numéro s'accumule, fait que j'ai pas le choix d'aller les voir. Oui, tu as le choix. Mais puis le pire, c'est que tu peux pas désactiver ce genre de fonctionnalité-là sur Snapchat. En tout cas, fait que, bref, puis ça, c'est juste Snapchat. On ne parle pas de Be Real, que là, tu envoies une photo par jour. Ben, tu prends une photo par jour alors que l'application décide de te le demander. Puis, il faut que ça soit en dedans, je ne sais pas combien de minutes, là, tu sais, dans la minute près. Parce que sinon, hey, là, tu as manqué, puis là, ben, tu manques une journée, là, tu l'auras pas ta photo. Fait que là, tu en as deux applications qui servent à rien. Là. On ne parle pas
de communiquer avec ton ami à ce moment-là. Là. Tu ne développes pas de relation à envoyer des photos du plafond puis de ton pied. Là. Non. C'est donner de l'attention absolument à n'importe quoi, générer de la dopamine dans le cerveau pour quelque chose qui a un, pas de sens, puis deux, qui ne sera jamais présent dans la vie réelle. Donc, c'est là où quand on est exposé à plein de sources de dopamine comme ça, rapidement sur notre cellulaire, ça crée des addictions, puis ça crée des gros manques lorsqu'on n'est pas exposé. Puis ce manque-là entraîne beaucoup de défis, notamment une augmentation de l'anxiété, diminution de l'attention et de la concentration, augmentation de l'agitation. Donc, juste ça, c'est problématique sur un banc d'école. Tu sais, il faut te le dire. Oui, puis je pense que c'est important pour les parents de faire du sens, justement, de comprendre ces aspects-là. C'est quoi les impacts sur notre jeune, notre ado, notre enfant qui deviendra un adolescent avec ces réseaux-là entre les mains. Puis quelle approche on peut avoir, par exemple, quand on est un parent qui entend ça, ben là, l'adolescent, on fait ce qu'on peut en gérant ça au compte-gouttes, là, au quotidien. Mais admettons qu'on a l'occasion d'y aller en prévention, dire, moi, mon enfant, il n'est pas encore sur ces réseaux-là. Comment je peux développer des saines habitudes pour que, rendu à l'adolescence, ça soit moins un frein d'avoir un appareil entre les mains, là, ou qu'il y ait moins d'impact, si on veut. Là. Oui. Puis, c'est ça. Avant, juste revenir, puis je vais répondre à la question où je ne suis pas du tout contre les écrans. Non. C'est là où, j'ai eu l'air d'avoir une discours alarmiste, là, mais c'est que il faut le savoir. Il faut le comprendre, je pense. Il faut le comprendre, puis c'est très nouveau qu'on sait l'impact que ça a, parce que le numérique nous dépasse, là, ça va beaucoup plus vite que nous. Donc, c'est tout à fait normal qu'un parent fasse, ben là, moi, je ne savais pas, puis j'ai donné un free-for-all à mon enfant sur les écrans, là, je fais quoi? C'est pas comme, ben là, il n'y a plus rien à faire, là, tant pis, ton enfant va être addict pour toujours. C'est pas ça. On peut revenir puis dire, on va en discuter. Maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on en fait? Puis comment on en parle à notre enfant? Mais j'ai envie de dire, enseignons les écrans comme on enseigne n'importe quoi de l'hygiène de vie. Si tout à coup, on se rend compte que notre enfant dort 4 heures par nuit, ça a des impacts sur son fonctionnement, on va faire comme un enfant, on va se parler, puis on va mettre des choses en place. Oui, c'est ça. Si on se rend compte qu'il y a des problèmes au niveau de l'alimentation, qu'il y a des problèmes au niveau de l'exposition aux écrans, qu'il y a des problèmes au niveau du mouvement, on va l'adresser. Ça fait partie de l'hygiène de vie. Donc, on doit enseigner la santé pour ne pas avoir à traiter des problèmes après. Il y a en prévention, c'est ça. On y va en prévention. Donc, c'est d'en parler. Puis, le fait, si on y allait dans je ne les exposerai pas aux écrans pour les protéger de ça. Non. À l'extérieur, il y en a des écrans. C'est ça. On va se gaver dedans, à l'extérieur, sans limite et sans retenue. C'est ça. Puis, il n'en parlera pas à la maison. Puis, ils sont exposés à plusieurs choses en ligne, des choses qu'on souhaite faire exposer, des choses que non. Et si on n'a pas un discours qui est ouvert à la maison qui permet cette discussion-là, l'enfant a très peur de raconter ce qu'il a fait en ligne. Il a peur d'avoir fait une niaiserie, il a peur de s'être mis dans le trouble, il a peur d'avoir mis quelqu'un dans le trouble. Puis généralement, il ne va pas en parler, puis il va s'isoler avec son problème. Et ça devient problématique pour le jeune. Donc, d'avoir un discours qui est ouvert, où on dit, c'est à questionner les jeunes. Intéressez-vous. C'est quoi les applications maintenant? Ouais. Moi, je sais les feux, Snap, mais je ne l'ai pas, Snapchat. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Be Real, tu sais, moi, je comprends l'impact, mais l'application, je ne comprends pas. Donc, avec les ados dans mon bureau, puis les enfants, je dis, c'est quoi que vous utilisez? Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Ça sert à quoi? Puis là, ça nous permet d'en discuter puis de développer un jugement critique dessus mais ils ont plein de choses à m'apprendre. Et j'ai des choses à leur apprendre aussi. Donc, c'est d'éviter un discours qui est moralisateur, puis aller vraiment dans l'ouverture de ce que tu me dis, ça fait du sens. Je ne l'avais pas vu comme ça. Mais moi, voilà les inquiétudes que j'ai. Sachant que, voilà les inquiétudes. Donc, on fait quoi, là? Je pense qu'on peut y aller dans une approche comme ça. Ça va permettre d'être plus responsable, puis d'aider le jeune à devenir autonome et responsable en ligne aussi. Parce que dans le fond, tu sais, c'est une approche qui peut être difficile pour certains parents parce que le jeune, il se referme, puis il veut pas en parler, il voit que tous ses amis ont le droit de faire ça comme ils veulent, qu'ils n'ont pas de limite, bon, etc. Et il aime ça en mettre aussi, là, tout le monde. Tout le monde a le droit, c'est ça. Tout le monde a le droit sauf moi. Tout le monde, tu sais, il n'y a personne qui a de limite sauf moi. Tout le monde a toutes les applications sauf moi. Mais bref, tu sais, ça fait en sorte que déjà à la base, je pense que il faut avoir une relation d'ouverture sur d'autres sujets avec notre jeune, parce que sinon, ça passera pas, ce discours-là, même si on lui demande
qu'est-ce que tu utilises? Raconte-moi. Il va pas s'ouvrir. Il va dire, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me dire quoi encore? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, tu veux me l'enlever? Tu veux plus que j'y aille? Tu veux... Ça peut amener ce genre de réaction-là aussi si à la base, on n'a pas une approche générale avec notre enfant qui est dans l'ouverture pour différents sujets. Oui, puis je pense que ça amène à se questionner, puis c'est pas rare que les familles vont me consulter pour ça, pour dire il y a une problématique d'écran. Il faut savoir que les écrans viennent combler plein de besoins. Le besoin de ne pas s'ennuyer, donc d'être distrait. Donc, si je ne sais pas comment me distraire seule, bien là, j'ai un appareil en 2 secondes là, qui me permet d'être distraite et d'avoir du gros plaisir. Ah ben oui. Ça me permet aussi de me couper de mon anxiété. Donc, on va dire souvent des ados au party de Noël, là, on entend souvent « On sait bien, les jeunes sont tout le temps sur leur appareil. » Mais quand ils s'assoient à la table et ils parlent avec les adultes, on leur pose des questions très gênantes devant tout le monde. Puis, as-tu une petite chum, une petite blonde? C'est quoi tes notes? As-tu choisi ce que tu veux faire? Tu vas appliquer dans quoi au cégep? C'est des questions existentielles super angoissantes pour la majorité des ados. Puis là, on ouvre ça à Noël quand ça fait 6 mois, 1 an qu'on les a pas vus. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'ado? Il s'en va sur son cell, il se déconnecte du monde, puis il se met sur son appareil. Ça leur permet aussi d'être dans la pièce, puis de ne pas être exposé aux gens. Donc, c'est comme, tu sais, mettons, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'allais au CLSC, avant, on attendait, on prenait une petite ticket devant la porte 1 heure à l'avance, puis on allait s'asseoir. Puis là, on était assis dans la salle d'attente, puis tu avais ton livre ou les revues qui traînaient. Les gens se regardaient. Puis c'était comme bizarre. Quand tu lis ton livre, tu relèves la tête, puis quelqu'un te regarde et comme Salut. T'es comme ça malaisant. Maintenant, le monde ne vit plus ça. Tout le monde a la tête dans le cellulaire. Ça l'enlève une angoisse d'être exposé à des gens. Donc, plein de jeunes qui vont soit dans des organismes jeunesse, dans des maisons des jeunes, dans des fêtes, ils vont sur leur téléphone pour tolérer le fait d'être là, mais de ne pas avoir à s'engager. Donc, ils vont comme pouvoir choisir, peux-tu m'engager? Est-ce que la discussion est stressante? Est-ce que j'ai quelque chose à dire? C'est comme ça leur donne une immunité, si je peux dire. Ça les protège d'eux. Donc, plutôt que de voir comment je fais pour les déconnecter, moi, j'aime mieux avoir l'approche de comment je peux faire en sorte qu'ils soient bien en dehors des écrans. Pour plus que ce soit par défaut qu'ils soient sur les écrans. Si on arrive à créer un environnement dans lequel il y a le moins de stress, de malaise, de confrontation, que le plus de liens possible, ça va déjà aider à ce que le jeune choisisse quand il est sur les écrans ou pas. Un milieu sécurisant, au fond. Oui, vraiment. C'est vraiment souvent par anxiété que les gens vont sur leur téléphone. Puis c'est vrai pour les adultes aussi. Toute la journée, ça roule super vite. Ils sont fatigués toute la journée. On le dit qu'on est fatigué. Puis le soir, pas capable de dormir, ça scroll Instagram, TikTok jusqu'à temps que le téléphone leur tombe d'en face parce qu'ils sont fatigués. Ça coupe de l'anxiété. Et des émotions et de ce qu'on ne veut pas vivre comme inconfort aussi, là. Oui. Ça revient à... Comment? Sauf que ça ne les gère pas. Non, puis ça les... Ils vont revenir encore plus fortes, ces émotions-là, ces ressentis-là, si on n'en prend pas soin. Ben oui, absolument. Puis d'un autre côté, comme je discutais avec Joanie le mois dernier, ben ça fait en sorte que je me souviens plus de mon idée, là, mais ça m'a... S'exposer aux émotions difficiles. Oui, de tolérer, c'est ça, de tolérer l'inconfort, puis d'éviter d'être dans la surprotection avec nos enfants. Fait qu'il y a 2 composantes, là. Il y a la composante de je vais pas le faire à la place de mon enfant pour lui éviter un inconfort, mais j'ai fait un milieu sécurisant. Puis il y a un autre aspect qui est moi, je veux être un modèle, donc je vais observer mes émotions, mes ressentis, je vais tolérer les inconforts, je vais faire des efforts pour être courageux puis affronter des situations qui sont dérangeantes pour moi. Mais là, on est comme dans une société où on se dégage de tout ça, mais tellement, on dirait que plus ça avance, plus je me dis, bien, ça empire. Tu sais, il y a de moins en moins de gens qui sont, en fait, dans le quotidien, là, dans ce que je vois, là, ça ne veut pas dire de façon générale, mais les gens ne sont pas connectés à eux, ils sont connectés avec leur téléphone, puis ils pensent que tout est beau, tu sais, je me relaxe comme ça, c'est plaisant, puis j'ai rien d'autre à faire. Mais à un moment donné, je me souviens pas où je t'ai entendu dire ça, mais tu distinguais le plaisir versus une vie que je veux construire puis qui fait du sens, qui est peut-être qui demande des efforts, mais je vais récolter quelque chose, de l'énergie, du sens, je vais être bien avec moi plutôt que d'être juste comme
pas d'énergie, mais écoute, c'est plaisant, tu sais. C'est ça. C'est intéressant. Notre société nous offre tellement de possibilités de distraction, puis d'évitement, mais sans qu'on s'en rende compte. Donc, on nous vend un paquet d'affaires pour qu'on soit dans du plaisir, mais pas dans du bonheur. Oui, c'est ça. Là, c'est deux hormones différentes. Puis je pense que j'en ai aussi en a parlé. Tu sais, la sérotonine, c'est le bonheur, c'est l'équilibre des humeurs. Très simpliste, là, mais la dopamine, c'est l'hormone de plaisir. Ça monte vite. Je mange un chocolat, ping. Je m'achète la grosse auto, ping. Je sors au resto, ping. Que je vois ces réseaux, ping. Mais ça, l'humeur, c'est prendre du temps pour moi, être en relation avec d'autres personnes, prendre le temps de m'arrêter, prendre le temps d'aller en forêt, prendre le temps de me questionner, est-ce que mes choix font du sens pour moi? Pourquoi je ressens de l'anxiété? Est-ce que j'ai des choix à faire ou j'ai des actions à prendre? Donc, la sérotonine, c'est plus de job. Oui. Ça. Mais tellement de monde vont me dire, d'adultes dans mon bureau, vont me dire, j'ai tout ce que j'ai pour être heureux, mais je ne suis pas heureux. Non. Comme non, tu as tout ce que tu as pour avoir du fun. Il n'y a pas grand-chose qui s'occupe de tes humeurs et du long terme. Tu sais, donc, nos jeunes... De ton bien-être. Oui. Puis, de serait-ce que de permettre à nos enfants de s'ennuyer, c'est un magnifique cadeau. Mais c'est pas le fun pour le parent. Parce que quand il nous ennuie, il nous ennuie. C'est ça. C'est ça, là. Ouais. Mais oui, maman, ça chicane. Mais ça traduit le manque d'habileté pour gérer les moments d'ennui. Ben oui, puis ils prennent tellement un pli rapidement, je dirais, une tangente de je m'en vais sur l'écran. Fait que je sais que c'est beaucoup plus plaisant et là, ils se trouvent plus rien à faire. Ils sont plus capables de se trouver des intérêts, mis à part ça. Fait que là, ils disent, bon, mais j'ai rien à faire. Fait que je vais aller là-dessus. Oui. Puis ça commence très tôt, mais ils n'ont pas, à mon sens, c'est qu'ils n'ont même pas les capacités de développer pour être capables de freiner leur comportement. Et la pulsion est tellement grande qu'ils se retrouvent à être sur l'appareil avant même qu'ils aient pu réfléchir à est-ce que j'ai autre chose à faire que je pourrais avoir du plaisir à part mon appareil. Tellement. Puis en fait, c'est ça, ils n'ont pas la structure cérébrale pour être raisonnables. Donc, c'est extrêmement puissant. On sait que pour 15 à 20 minutes d'écran de loisir, il y a des symptômes de sevrage après. Juste 15-20 minutes. Imagine. C'est pas beaucoup. Donc, c'est vite que... Puis les symptômes de sevrage, c'est pas comme « tu t'accroches derrière après une couverte là, parce que t'es en manque », mais c'est qu'il y a des inconforts qui se vivent dans le corps qui sont la recherche de plaisir. C'est attends, là, on manque de dopamine, retourne vers le comportement orienté vers le plaisir, puis ça va ramener un équilibre dans le corps dopaminergique. Sauf que si ton équilibre, tu l'entraînes à ce qu'il soit haut de même avec les écrans, mais que la vie te propose ça, en dehors des écrans, ça va être dur d'être engagé dans quelque chose, de ressentir du plaisir. Ça va être dur de garder ton attention. On va voir des jeunes qui perdent de l'intérêt pour des activités qu'ils aimaient vraiment beaucoup avant. Ouais. C'est comme si je ne ressens plus le plaisir de. Donc, c'est là où il faut expliquer aux jeunes ce que ça fait dans le cerveau pour au moins qu'ils comprennent que tu n'as pas perdu cette capacité-là à ressentir du plaisir. C'est juste vraiment puissant, là, les écrans. Donc, oui, on va vivre un malaise après. Puis si moi, comme parent, je dis à mon enfant, mais c'est correct, tu peux jouer à ton jeu vidéo, mais il faut savoir que la demi-heure, 40 minutes après, c'est un buffer où moi, je dois l'accueillir dans le fait qu'il vit un gros malaise. Une chute de dopamine, finalement. Oui. Puis ça vient avec des fois de l'obstination, ils veulent continuer, ils s'obstinent pour continuer en ligne. Ouais. Mais c'est le deal de leur donner l'appareil. Puis on ne peut pas leur dire, ben écoute, tu as créé ça dans ton cerveau, maintenant gère ça tout seul, mon petit gars, là. Ils n'ont pas les capacités physiologiques et biologiques de le gérer. Donc, c'est se dire, ben allons vers du contenu qui est moins stimulant. Allons vers, il y a des jeux vidéo qui sont recommandés là, par les experts de la santé publique, là. Notamment avec ton Roblox. C'est un jeu qui est vraiment à prioriser par rapport à Fortnite. C'est un jeu qui est à ne pas utiliser, en fait. Là. Donc, Minecraft, c'est des jeux qui font appel à la logique, à l'organisation, à la planification. Donc, ça peut avoir des bienfaits aussi. Mais en même temps, c'est pas parce que ça a des bienfaits que 8 heures par jour, c'est bon. Non, c'est ça. Il faut doser. Il faut tendre vers un équilibre aussi dans tout ça, j'imagine. Là. Oui, comme n'importe quoi. Mais c'est là où ne laissons pas les écrans brimer les relations sociales qu'on a.
Puis les vraies relations, puis c'est là où on dit « Ah, mais c'est pas des fausses relations en ligne. » Non, mais en même temps, tu as 2000 amis Facebook, mais quand tu pleures seul. Ah, oui, c'est une belle image. Tu sais, c'est comme, on a beau être connecté, mais on est déconnecté. Il faut faire attention à préserver des relations, puis à s'entraîner à avoir des relations, parce que même si on dit « Ah oui, mais je suis satisfait de mes relations en ligne », physiologiquement et biologiquement, le cerveau a besoin d'être en relation. On est des êtres grégaires faits pour être en contact avec d'autres personnes. Ça génère de l'anxiété, l'isolement. Donc, même si tu expliques à ton cerveau, je ne suis pas isolée, j'ai 3000 amis en ligne, tout le monde me texte ce soir. OK, mais est-ce que tu te sens mieux? T'sais? Non, donc c'est là où il faut avoir un équilibre. Donc, c'est pas de pas avoir de relations en ligne, non, c'est d'avoir un équilibre entre les relations en ligne et les relations hors ligne pour être capable de conserver des habiletés de communication, de gérer, de développer des habiletés sociales aussi, d'être capable d'interagir avec le monde. Un jour, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles à l'épicerie, il faut que tu poses une question, il faut que tu demandes l'heure, il faut que tu ailles travailler, il faut que tu ailles à l'école. Donc, ça demande des habiletés d'être en contact. Donc, si la majorité du temps libre, on le passe sur des écrans où on n'entraîne pas ces habiletés-là, bien oui, ça peut entraîner des lacunes chez un jeune qui est en développement, qui devrait être en train de développer ces ressources-là, mais que là, il ne les développe pas pendant qu'il est en ligne. Non, c'est ça. Puis c'est de l'accompagner dans ses habiletés sociales aussi pour qu'il soit capable, parce qu'on pense que c'est facile, puis ça va se faire naturellement, mais il faut les enseigner, ça aussi. Alors, des fois, peut-être que le jeune, comme tu disais tantôt, il est juste pas bien dans la situation, il se réfugie sur l'écran, mais est-ce qu'on a pris le temps de lui nommer ou de l'accompagner dans le développement de ses habiletés sociales aussi pour qu'il soit capable d'entrer en contact avec des gens, de répondre, les habiletés de base qu'on n'enseigne pas à l'école, c'est aux parents, en fait, de le faire. Mais en même temps, si le parent n'est pas conscient de cet aspect-là, de cette difficulté-là, de développer des habiletés sociales, ça va être dur pour lui de l'accompagner puis de l'outiller pour pour faire face à ces situations-là. Ne serait-ce que quand l'enfant est au parc, il ne répond pas aux autres enfants, par exemple, dans le cas d'un petit sélectif. Puis souvent, le parent, il va juste jouer avec son enfant tout seul parce que là, c'est beaucoup trop difficile pour l'enfant. Alors, quand il y a beaucoup de gens, ça peut être un compromis parce qu'il y a trop de stimuli et tout, mais on va quand même conscientiser. On va être là pour lui offrir des possibilités. Veux-tu que je vienne avec toi? Veux-tu, comment tu peux répondre à l'ami qui vient te rejoindre pour te demander de jouer ou alors, selon les âges, bien entendu, mais quand on est en bas âge, c'est plus facile de le faire puis de l'accompagner au parc, par exemple, plutôt que de juste jouer avec lui, rester avec lui tout le temps, bien, on ne va pas désensibiliser cette peur-là ou ce défi-là. On va rester dans le défi, mais ça ne va pas l'aider. Alors, de le faire une fois, oui, OK, mais de proposer des solutions alternatives, je pense que ça pourrait être une bonne solution justement pour développer les habiletés et qu'éventuellement, quand il sera à l'adolescence, avec des réseaux entre les mains, il y aura déjà une base d'établi, même si c'est un défi et que ça demeure difficile. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Mais absolument. Puis c'est là où je pense que quand la base, puis tu l'as bien nommé, c'est la relation avec notre enfant. Avant, même si on me dit, on a des problèmes relationnels et il y a des problèmes d'écran, je vais adresser les problèmes relationnels en premier. Parce que c'est la relation qui va venir supporter la capacité d'aider notre jeune, de lui faire des recommandations, de l'encadrer en avec les écrans. Autrement, ça fait juste de la chicane. Puis le parent, il est tanné là, de jouer à la police des écrans. C'est ça qu'il y a. Donc, c'est la relation qui permet d'avoir ces interactions-là, ces interventions-là avec nos jeunes, puis de faire l'enseignement aussi. Mais je trouve que pour bien des adolescents, quand ils développent des habiletés sociales ou qui en ont moins, qui ont des lacunes au niveau des habiletés sociales, moi, je passe par les écrans pour en apprendre sur ce qu'ils ont besoin. Donc, j'avais un jeune, il y a quelque temps, il disait qu'il n'aimait pas les relations en vrai. Donc, il trouvait tout le monde stupide, ils étaient tous pas assez intelligents, ils disaient toutes des niaiseries, c'était pas le fun d'être avec eux. Puis en ligne, il était accro aux jeux vidéo, là, c'était du 8 à 10 heures par jour sur les jeux vidéo. Puis en semaine, c'était du 5-6 heures. Là. C'était le matin, direct quand il revenait, il se connectait. Puis là, de dire, tu sais, c'est quoi ton jeu? Qu'est-ce que tu fais? Il ressemble à quoi ton avatar? C'est quoi les qualités de ton avatar? Pourquoi tu as choisi ça pour toi? Puis c'était choisi un avatar qui était courageux, qui était fort et qui défendait les autres. Puis il se qualifiait pas du tout de ça. Je dis, est-ce que tu trouves que ça te ressemble dans la vie? Puis il fait comme, oh my God, non.
Là, je suis comme, OK, mais pourquoi tu as choisi ces qualités-là? Et c'est des qualités qu'il valorisait. Il veut développer ça. Il veut développer ça. Donc là, lui, ça lui permet, son avatar, d'incarner ce qu'il a envie d'être. Si la vie ne lui permet pas, je comprends qu'il veut aller jouer en ligne. Puis en ligne, il a développé la langue anglaise. Personne ne parle anglais chez lui. Il est rendu super bilingue, genre vraiment bon, qui a appris en ligne. Donc ça, c'est valorisé. Il peut parler avec du monde de partout dans le monde. Après ça, il est super drôle en ligne. Mais dans la vie, ce petit gars-là, c'est pas un garçon très drôle. Il est renfermé, il n'y a pas une répartie naturelle. Donc, c'est pas ce qu'on attribue à drôle, mettons. Il dit, en ligne, je fais rire le monde. Ben, je dis, tu sais, pourquoi autant de monde vient te parler? Mais il peut pas payer les autres en ligne parce qu'il est bon. Donc, il donne des conseils. Il y a des gens qui viennent le voir gamer. Donc, il valorise ce qu'il fait. Puis en plus, il est drôle. Donc, tu sais, déjà là, on a beaucoup de pistes où j'ai même pas besoin d'agir sur les réseaux sociaux. J'ai pas besoin d'agir sur les jeux vidéo. Je travaille à comment ta vie peut ressembler un peu plus à ton avatar. Dans la réalité. Comment on peut se rendre là, à être courageux, à être drôle. En apprenant à se connaître, en bâtissant notre lien, où il a compris que moi, mon objectif, c'était pas de l'enlever de ses écrans. Je vais le sensibiliser aux impacts, par exemple, parce que là, ça touchait l'école. Je vais recadrer ça, mais je comprends que c'est une passion et qu'il y a des beaux avantages, là. Mais comment on fait pour te créer une vie qui ressemble à l'avatar que tu as envie d'incarner? Puis un mandat clair qu'il m'a donné, les jeunes avaient 14 ans, il me dit, tu peux-tu m'enseigner à être drôle? Claire, ta demande, là. C'est ça. J'ai dit, OK, mais non, moi, je ne suis pas une comique dans la vidéo. C'est ça. C'est quoi être drôle? Puis là, on a parlé de c'est quoi faire rire dans la vie. Pourquoi quelqu'un rit? Donc, c'est le punch, c'est l'intéressant. Puis il pratiquait des affaires avec moi. Puis des fois, on avait développé une belle relation. Ou des fois, j'étais comme, oh my God, c'est vraiment pas drôle. Comme, rien, t'es comme fait, hein? Pour vrai, raté. Comme c'était pas. Fait que là, OK, mais qu'est-ce qui fait que c'était pas drôle? C'est comme moi, j'étais comme trop piquée. C'est ça. Ça m'a pas fait rire. C'était pas. Ça mettait pas en lumière quelque chose de drôle, ça m'humiliait. C'est comme, OK. Donc, tu sais, il essayait de pincer sans rire. Mais il est comme, oh. J'étais pas sûre si c'était vrai ou pas, là, ton affaire. C'est ça. En même temps, tu sais, quand est-ce qu'on discute de ça? Je suis tellement privilégiée d'avoir ces relations-là. C'est un cadeau. Puis finalement, ben, il s'est inscrit à son école. Il y a une activité de robotique. Puis lui, super bon, full son domaine. Et là, on s'assurait qu'il y avait un rôle aidant pour ses pairs, qu'il y avait un rôle dans lequel il serait valorisé. En plus, il pouvait aider le prof. Ils ont fait des compétitions auxquelles il a participé. Il était reconnu dans son école. Il s'est mis à se faire des amis parce que là, il était fier de ce qu'il pouvait présenter. C'est ça. Donc, on n'a pas parlé tant de jeux vidéo. On a parlé de ce à quoi répondent les jeux vidéo. Puis on a développé. Ça avait besoin. Là. Donc, il joue encore aux jeux vidéo. C'est un passionné. Mais il choisit quand il joue et quand il ne joue pas. C'est ça la grosse nuance. De choisir le moment aussi, d'être conscient aussi qu'il y a peut-être une transition entre le moment où j'ai conscience des impacts que l'écran a sur moi, mais je ne suis pas tout le temps capable de le choisir, ce moment-là, mais je fais des efforts pour y arriver puis me trouver d'autres passions ou un sens à pourquoi, qu'est-ce que je pourrais développer autour dans ma vie pour créer du sens et que ça soit plus facile de se dissocier ou de faire des choix différents de juste aller sur l'écran, finalement. C'est ça. C'est tellement beau, ton exemple. C'est ça, qu'on soit conscient de pourquoi on le fait, de dire à nos jeunes que pour nous aussi, c'est très difficile de se déconnecter. Je pense que le plus beau modèle qu'on peut leur offrir, c'est minimalement, s'il y a des recommandations de base, fermons nos écrans à la table. Si on a que quelques minutes par jour à parler avec notre famille, utilisons les moments où on mange ensemble pour se parler. Il y a une étude qui est sortie, c'était choquant, c'était comme des interactions dans les familles au Québec. On est comme à même pas 13 minutes par jour de discussion avec nos enfants. Mais on dit, ben non, je passe la journée avec. Oui, mais t'es avec, t'es pas avec. C'est ça. On est à côté les uns des autres, mais les familles, puis on s'en rend même plus compte. On écoute un film en famille, mais tout le monde a son appareil dans les mains. En plus d'écouter le film. En plus d'écouter le film, pourtant, il y a des longueurs. Aïe, il faut que ça aille plus vite. Il faut que ça aille vite. Donc, de donner des moments où il n'y a pas d'écran. On est en famille, il n'y a pas d'écran. Puis si c'est un moment où vous n'avez jamais fait ça, ben ça peut être les 15 premières minutes du souper. Si tout le monde a toujours soupé avec un écran, c'est comme les 15 premières minutes, on mange ensemble, puis après, on aura l'écran, puis éventuellement, ce sera plus.
pas obligé de dire l'on tire la plug, on va désorganiser tout le monde. Hein. Non, c'est ça. Y aller à petits pas, un petit défi à petits pas. J'adore les petits pas. Moi, je suis tannante avec mes petits pas. Fait que les petits pas, même pour le numérique. J'ai appelé ma clinique pas à pas. Ah ben, écoute, c'est ça. Pas, c'est ce qui fait qu'on maintient les choses. Mm. C'est pas les gros changements, c'est énergivore, c'est anxiogène, ça désorganise tout le monde. Des petites choses qu'on arrive à maintenir, des choses qui font du sens, qui sont signifiants, puis ça fait des grosses différences dans nos familles. Oui, pour être capable de se mettre en action, puis que ça fasse, qu'on vive des réussites au final. Puis un petit pas, une réussite, on en amène une autre, puis c'est comme ça qu'on gravit notre montagne, là. Hey, super. Écoute, je vois le temps qui file. On a vraiment, on aurait pu continuer à jaser. As-tu un mot de la fin ou tu viens pas mal de nommer avec les écrans sans... Les relations. Prenons soin des relations. C'est ce qu'on a de plus important. Puis j'ai envie de dire, c'est quand on va être vieux puis qu'on va repenser à la jeunesse de nos enfants, de quoi on veut qu'ils se rappellent. Puis moi, ça m'aide des fois à faire comme, OK, je vais faire l'effort de le fermer, mon appareil, parce que moi aussi, j'ai envie d'être sur mon appareil. Là. De prendre une petite pause. Non, j'ai pas envie qu'il se rappelle que maman travaillait tout le temps ses écrans ou qu'elle nous disait de jouer puis qu'elle était sur son appareil dans le sofa. J'ai pas envie que mes enfants aient ce souvenir-là. Donc, ça me demande de mettre du courage puis de l'énergie pour prendre soin de moi pour le faire puis d'être douce avec moi. Que, si on le fait de temps en temps, c'est de dire, il faut que ça lève un flag. Pourquoi je le fais? Pourquoi j'ai pas l'énergie de parler ou de jouer avec mes enfants? Pourquoi je suis plus addict à mes écrans ces temps-ci? Donc, c'est de se questionner, mais d'y aller en douceur, mais de protéger nos relations. C'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie, nos relations. Fait que, bref, être un modèle au niveau des écrans, prendre soin de soi, puis comme ça, on va être plus à l'écoute de ce que nos enfants vivent, puis être capable de les comprendre, cerner leurs besoins, les accompagner avec douceur et bienveillance et encadrement quand même. Oui, absolument. Excellent. Merci encore de l'invitation. Merci, Caroline. Puis je vais juste mentionner pour le mois prochain, ça va être avec Stéphanie Deslauriers qui va être là. Oui. Donc, psychoéducatrice, autrice, conférencière. Notre sujet, ça va être démystifier le TSA du multisélectif, donc le trouble du spectre de l'autisme. Souvent, c'est confondu les deux. Il y a des comportements similaires. On va en parler avec Stéphanie. Faites juste attention, ça va être un jeudi. Ça va être le 14 mars parce que Stéphanie est de retour dans les milieux scolaires. Donc, les mercredis, c'était pas possible pour elle. Alors, pour la recevoir, on va faire ça un jeudi. Alors, merci tout le monde. Je vais juste aller voir, il y a un petit commentaire qui s'est ajouté. Merci Geneviève d'avoir été là. Merci beaucoup. Fait que, écoutez, merci Caroline. Puis, je pense que ça donne des pistes pour les parents, les intervenants, pour savoir quels sont les impacts, comprendre tout ça, faire du sens, dire pourquoi je devrais faire des efforts pour essayer d'outiller mon jeune par rapport aux écrans et de l'aider, de l'accompagner à développer des saines habitudes reliées à ça pour être capable de surmonter leurs défis puis que ça devienne pas un frein, les écrans, mais plutôt une façon plaisante de communiquer avec les gens puis d'avoir du plaisir dessus, mais en équilibre puis en dosant tout ça. Absolument. Merci. Alors, merci. Bye bye.